Ammar Mohamed Ammar est chercheur au CRASC, il est directeur de recherche au CRASC depuis plus de 14 ans. Il a fait une thèse en histoire sur la crise du FLN durant l'été 1962 qui a donné lieu à cet ouvrage, excellent ouvrage, sans courtoisie, je dirais, la crise du FLN de l'été 1962. Un ouvrage qui reprend l'essentiel de sa thèse. Ammar a eu la chance, mais aussi le mérite, c'est pas seulement une chance, de voir ce livre préfacé par Ammar Kabier, le prioritaire Ammar Kabier, et postfacé par Mohamed Harbi. C'est dire que les deux historiens, éminents historiens, ont vu dans cet ouvrage de la qualité et du sérieux. On ne préface pas n'importe quel livre et on ne postface pas aussi n'importe quel livre, surtout quand il s'agit du très sérieux Ammar Kabier qu'on connaissait et de Mohamed Harbi, éminent historien. Ammar a travaillé sur plusieurs thématiques en lien avec l'histoire du FLN de 1954 à 1962, mais aussi un peu au-delà de 62-63 aussi. Et il a écrit plusieurs articles sur les disparus de la guerre de libération nationale, sur les accords d'Évian. Il est un des meilleurs connaisseurs des accords d'Évian. Et aussi, il a écrit sur cette crise, le wilayisme, le conflit entre wilayas, et aussi sur l'Assemblée constituante. Ce livre, que je vous conseille tous à lire, que vous soyez historien ou pas, donne un aperçu sur un moment crucial d'Algérie, c'est l'année 1962, l'année de l'indépendance. Un livre fouillé, un livre qui a puisé dans les archives coloniales en France, en archives en Algérie, à Alger avec Khazel. Il est parmi les rares historiens à avoir accès, c'est une chance, maintenant qu'on n'a pas malheureusement, d'avoir l'occasion de consulter les archives du CNRA et du GPRA à Alger, Conseil national de la révolution algérienne et le gouvernement provisoire de la République algérienne, mais aussi du comité exécutif du FLN. En outre, Ammar, vous le savez, travaille sur plusieurs projets de recherche et avec moi sur un projet sur les actions de bienfaisance. Il a dirigé aussi un projet sur la jeunesse algérienne et ses rapports avec l'histoire. Je résume comme ça. Ce livre aussi, il est enrichi par des annexes très intéressantes, des tracts du FLN, des communiqués de différentes wilayas, des prises de position des chefs de la LN, du commando de la LN, etc. Et la richesse de ce livre, c'est que le sérieux de ce livre, c'est d'avoir eu l'occasion de faire parler des acteurs majeurs de la guerre de libération nationale. Je suis entre autres Tahar Zbiri, qui nous a quittés il y a quelques jours, avec aussi Khada et plusieurs acteurs très importants, Bob Nieder, etc. Et commandant Zbiri, entre autres. Aujourd'hui, en complicité, parce qu'il y a complicité, on ne va pas faire semblant, on se connaît maintenant depuis plus de 15 ans. Avec Ammar, on a choisi une présentation un peu qui n'est pas ordinaire, donc il ne va pas prendre la parole pour 40 ou 50 minutes, mais une sorte de conférence interactive, ça veut dire qu'il y aura de grandes questions, il aura tout le temps de répondre à nos questions, et après 1 heure, on donnera la parole à la salle pour des questions ouvertes. Cher Ammar, merci encore une fois d'être avec nous, nous sommes très heureux et tu vois que la salle est comble aussi, dans les visages, je le vois dans les visages des collègues qui sont ici pour t'écouter. Commençons par ce travail de thèse qui est sur la crise de 1962, mais aussi 1962, c'est un continuum avec l'histoire de la guerre de libération, avec l'histoire du 1er novembre. Nous sommes toujours dans la célébration du 70e anniversaire de la guerre de l'indépendance. C'est ma première question. Je dirais, c'est de demander est-ce qu'on peut parler d'un continuum. Tu vas me dire évidemment, mais je pose la question comme ça parce que nous sommes avec un grand public, nous ne sommes pas tous des historiens, donc tu as intérêt de un peu simplifier les choses. Peut-on parler d'un continuum entre novembre 1955 et mars 1962? Je parle de l'arrêt de la guerre avec les accords d'Évian et le cessez-le-feu. Voilà. Entre novembre 1954 et 1967, mars 1969, c'est 7 ans et demi de guerre, mais aussi il y a des événements importants dans l'histoire du FLN, il y a le congrès national, il y a
la rencontre de Tripoli, plusieurs rencontres de CNRA, la constitution du GPRA, etc. Alors, comment qualifie-t-on cette continuité entre novembre 54 et mars 60? Salam alaikum, merci cher Qassem, merci à vous tous d'être ici. Je suis très content de revenir au CRASC après une absence de quelques mois pour les raisons que vous connaissez. Je suis très ému d'être ici, de voir mes collègues de CRASC et aussi les autres de l'Université d'Oran, de Sidi Bel Abbas, et bien sûr nos collègues du personnel de soutien, et des autres services. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis content d'être avec vous. Alors, tu as utilisé, Qassem, le mot continuum. Objectivement, il y a un continuum parce que la guerre a commencé en 54 et elle s'est terminée en 62. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ce continuum? Est-ce que c'est quelque chose d'ordinaire, 62, 54, 62, c'était logique, c'était naturel, c'était prévisible? Non, c'est ça la nuance. Qu'est-ce qu'il y a dans mars 62 du 1er novembre 54? C'est ça l'idée que je défends depuis, je ne suis pas le seul, depuis plusieurs années. Pourquoi mars 62 et il ressemble au 1er novembre philosophiquement? Parce que s'il est vrai que le 1er novembre, nous avons un texte qui est l'appel du 1er novembre, un texte que nous devons vraiment faire lire, pas seulement à l'université, mais à partir du lycée, un texte court, mais qui a beaucoup de dimensions, qui a une portée politique au départ, parce que c'est un texte politique, mais qui aujourd'hui est devenu un texte historique et qui est une sorte de balise. Que trouvons-nous? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce texte qu'on va retrouver en mars 62 et comment ça se fait? Vous avez un texte qui est écrit peut-être à la va-vite parce que connaissons tous les conditions dans lesquelles le FLN a été créé, donc vraiment dans des conditions très très difficiles, la crise du parti, la crise au sein même du groupe qui va créer le FLN, donc les 22, il y avait déjà une crise avant le 1er novembre, pas de parrainage politique parce que on ne connaissait pas ce groupe qui vient de l'Os, c'est-à-dire de l'aile paramilitaire du parti qui n'existait plus, parce que l'Os a été dissous quelques années auparavant, pas d'armement, et ce texte, il reste une sorte de phare. Pourquoi? Parce que dans ce texte, c'est un appel aux militants du mouvement national, mais aussi au peuple algérien, mais aussi avec des conditions. Les conditions, on parle du peuple algérien et on parle du rapport avec les Français, on parle de l'internationalisation et des principes. Les principes que le FLN va difficilement réussir à imposer aux Français. Ces principes, ce sont l'unité du peuple algérien, l'intégrité du territoire algérien et le point le plus important peut-être qui peut étudier, c'est pas de cessez-le-feu sans accord politique global qui garantit l'indépendance nationale. Donc, et c'est ça qui fait que ce mois de mars, c'est pas seulement le mois des accords d'Évian, mais aussi c'est le mois de l'arrêt de la guerre qui va se faire un jour après le cessez-le-feu. Donc on voit bien que ces principes du 1er novembre,
quand je dis unité du peuple algérien, aujourd'hui ça nous paraît simple, mais non, les Français, et même une partie des Algériens, pas la plus importante, bien sûr, croyons cette idée qu'en Algérie, il peut y avoir, ce qu'a dit De Gaulle aussi, des Kabyles, des Arabes, des Chaouis, des Targis, des Juifs et des Français, donc une mosaïque du peuple. Et pour l'intégrité des territoires, il y a eu deux projets solides proposés par des députés français, Perfit et Hassan, qui sont passés même par l'Assemblée française, qui demandait à ce que l'Algérie soit divisée, ce qu'on appelait à l'époque la partition. La partition, c'est donc qu'on connaît très bien. Et nous, on est concernés, nous, parce que c'est cette région-là, hein, cette région Oran, Tmouchent, jusqu'à Moustagan, et même des fois jusqu'à, c'est-à-dire dans son approche plus large, jusqu'à Saïda, Mascara, c'est-à-dire les bonnes terres. Et c'est un plan sérieux, qui devait partager l'Algérie en sorte de Bantoustan, comme en Afrique du Sud. Donc on voit bien que ce sont des problèmes qui pouvaient passer parce que ça a été appliqué dans d'autres pays. Et aussi le fait que on va faire des accords de cessez-le-feu, comme ça se fait dans d'autres pays, et après on va réfléchir à la meilleure forme que prendrait l'Algérie, ou la relation entre l'Algérie et la forme, et ça a été utilisé notamment après l'avènement de De Gaulle par la paix des Braves, à ne pas confondre avec les cessez-le-feu locaux. Donc il y a eu d'abord la paix des Braves qui n'a pas marché, et les cessez-le-feu locaux, le Mahalli, avec la grande affaire, l'affaire Sissalah, ou l'affaire de l'Élysée, comme on l'appelait, donc on voit bien que ces principes ont été très forts, et aujourd'hui, grâce aux archives et grâce aussi à des publications, on voit bien que cette histoire d'unité du territoire algérien n'était pas garantie. N'était pas garantie. Cette histoire qu'en Algérie, il n'y aurait qu'un seul peuple n'était pas garantie aussi. Cette histoire de faire d'arrêter la guerre aussi n'était pas garantie. C'est pour ça que je dis que mars doit être reconnu comme une date fondamentale dans l'histoire de l'Algérie, parce qu'on est resté sur des principes importants, fondamentaux. Imaginons une Algérie où le territoire national morcelé, où l'unité des peuples algériens n'était pas quelque chose de fondamental. La preuve, les Français n'ont pas lâché l'affaire en imposant au GPRA que les Français devaient avoir une sorte de supra-nationalité après l'indépendance. Donc elle leur a été garantie pendant 3 ans. Donc on voit ces questions-là ont été posées, ont été réglées finalement par les accords d'Évian. Ça pour dire que les accords d'Évian, que beaucoup critiquent en Algérie ou en France, en disant que le FLN a fait des concessions exorbitantes aux Français. Ce qui est vrai. Le FLN a fait des concessions, mais ce sont des concessions pragmatiques et objectives. Pragmatiques et objectives, notamment les avantages économiques, culturels et surtout militaires, mais c'était nécessaire, il faut vraiment revenir à ces débats qu'on peut trouver dans les procès-verbaux et les minutes
des différentes négociations, Évian 1 et 2, l'Ukraine et les autres, Melun, mais surtout, et ça ce qui est important, et malheureusement, tout à l'heure tu as parlé des archives, les archives c'est important. Le CNRA, donc le CNRA, le Parlement FLN, le Parlement du FLN de février 62, c'est-à-dire avant la signature des accords d'Évian, le CNRA va étudier le pré-projet Évian. Et là, on voit des débats complexes, durs, entre les chefs du FLN, donc les délégués du FLN, et on voit bien que c'était très dur parce que c'est quand même des concessions qui ne sont pas faciles. Aujourd'hui, elles nous paraissent, à l'Est de Lyon, aujourd'hui, beaucoup critiquent les accords d'Évian, même le FLN lui-même, dans la plateforme de Tripoli, dit que les accords d'Évian, c'est une plateforme néocolonialiste. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort, parce qu'il y a eu beaucoup notamment par rapport aux Français, beaucoup de concessions, mais c'était des concessions nécessaires. Le FLN, parce qu'on ne peut pas, il faut toujours contextualiser, le FLN était dans une position où il ne pouvait pas ne pas accepter ces concessions, mais le plus important, et là on revient au 1er novembre, les trois principes. L'unité des peuples algériens était garantie, l'intégrité du territoire garantie avec tous les problèmes que nous allons avoir après avec les pays voisins, et l'indépendance qui est quand même le but et le but suprême, et là personne ne le nie. Aujourd'hui, des fois, les Algériens qu'est-ce qu'on a pris? Maintenant, si on a eu des problèmes après, ça c'est. Les gens pensent qu'après l'indépendance, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire l'indépendance va ouvrir, c'est-à-dire va régler tous les problèmes. On sort d'un siècle de 32 ans, il y a les défis et les enjeux de l'indépendance. Là, c'est. On en parlera dans les autres questions. Excellent, merci. J'aime bien ce programme arabe, l'Azimat al-Idulima. Et il y avait en fait Azamat, des crises. Des crises au sein du PPA-MTLD, des crises au sein de l'OS, mais aussi des crises en ce moment-là entre la dissolution de l'OS et la décision des 22, des 6 plus 9, les 9, les 6 plus 3, 9, de déclencher la guerre. Et là, tu as parlé de l'affaire Sissalah. L'affaire Sissalah, c'est un complot en fait colonialiste. Ils voulaient diviser. Et il y avait Azamatos. Il y avait la grande crise, l'affaire Al-Mouri. L'affaire Al-Mouri qui a été jugée en Tunisie, etc. Il y avait d'autres impliqués, etc., etc. Et ce texte du 1er novembre, je pense qu'il a été quand même avec un grand T. C'était quand même la charte des gens du FLN, c'est construire un État algérien indépendant. C'est-à-dire qu'on a quand même, malgré ces crises, on s'est dit que même notre objectif, c'est ça. Est-ce que, à quel point cette déclaration du FLN a été, après il y avait aussi la déclaration de la Soumane, donc le programme de la Soumane qui était organisé dans des conditions très, très, très complexes, mais il y avait le génie de ces gens comme Abdel Moudidi, Aparamdan, Bakhassam, etc., et qui ont fait face à toutes ces crises. Et le GPRA aussi, il y avait des dissidences, il y avait des démissions, il y avait des remaniements, 3 remaniements quand même, etc. Donc à quel point ce texte était la Bible, en fait, de ces gens du FLN pour la libération jusqu'à arriver au 19 mars 1962. Donc, alors, on passe de mars 62 à juillet 62. C'est 4 mois seulement, mais c'est des moments importants dans l'histoire de l'Algérie. On est presque indépendant, donc il y aura le référendum pour l'indépendance le 3 juillet, et la déclaration officielle d'indépendance de l'Algérie le 5 juillet. Enfin, le 3 juillet puis le 5 juillet pour dire que voilà, c'est 132 ans exactement d'occupation. Qu'est-ce qui a changé réellement ces 4 mois entre mars et 1962? Et comment ces gens du FLN qui ont fait la guerre, qui ont fait des accords d'Évian, ont préparé ce moment solennel qui est celui de l'indépendance de l'Algérie? Oui, c'est important. C'est pour ça
s'est arrêté au mois de mars, parce qu'on ne peut pas aller directement de novembre 54 à juillet 62. Historiquement, ça n'a pas de sens. Il fallait faire cette halte de deux haltes, donc mars 62 et fin mai, début juin 62, qui est le congrès, ou plutôt la session extraordinaire du CNRA de Tripoli. Après mars, nous sortons de la logique de la confrontation avec l'ordre colonial et nous entrons dans une autre logique, celle de l'indépendance. Quand on dit logique de l'indépendance, ça peut paraître très simple ou même simpliste, ce n'est pas vrai. Parce que les accords d'Évian ont créé des institutions, un exécutif, c'est-à-dire un gouvernement de fait, qui est l'exécutif provisoire, qui est la seule, il faut le rappeler, autorité officielle de l'Algérie, d'avril jusqu'à la constituante. Ce n'est pas le FNL qui dirigeait l'Algérie, même après juillet. Donc c'est ce gouvernement de fait, dirigé par Fares, jusqu'au 20 septembre, et une armée, la force locale. Donc vous voyez, c'est des choses qui peuvent choquer aujourd'hui. Une armée au mois d'avril de 60 000 appelés algériens, musulmans, français, comment dire, français de souche nord-africaine, de 40 000, le nombre pouvait passer jusqu'à 80 000, qui avaient la mission de remplacer l'armée française et de rassurer les Français, si on peut dire, et aussi d'être cette armée qui va garantir cette période transitoire. Le chef de la force locale, c'est l'ancien préfet de Saïda, Moukdel. Donc on voit bien que ça change complètement. C'est une autre autorité qui va être à la tête de l'Algérie avec un haut fonctionnaire, son nom m'échappe, mais le plus important c'était quand même Fares. Alors, Chauffeur Moustapha, c'est le représentant du FLN au sein de l'exécutif, parce que l'exécutif est divisé, c'est 12 personnes. 6 du FLN, à leur tête Chauffeur Moustapha, et 6 de la société civile européenne musulmane. Et à leur tête, par contre, Abdelrahman Fares, qui a écrit le livre, je pense, si je ne me trompe pas, Mission accomplie, parce que là j'ai des problèmes. Saad Halep qui a écrit Mission accomplie, et le titre m'échappe encore une fois. Alors là, on pense que c'est bon, on a fait les accords d'Évian, on a arrêté le conflit, vraiment la confrontation avec les Français, sauf qu'il y a d'autres enjeux. Le plus grand défi, c'était l'OAS. L'OAS, comme disait Katib Yassine, va redoubler de férocité. Il n'a pas dit ça pour l'OAS, mais c'est une formule à lui, et l'OAS va être terrible. Terrible partout, et notamment en Oranie. En Oranie, il va faire des ravages. Sadat Moukad a écrit beaucoup sur l'OAS, notamment l'attentat du 28 février à Abdinajiban, mais le port, vraiment, ils allaient dans les hôpitaux tuer les militants du FLN, pas seulement à Oran, dans toute cette région. Et le FLN, vous savez que l'OAS considérait Oran comme une ville libérée. Il considérait que l'armée française est une armée d'occupation. Et c'est pour ça qu'il tuait matin et soir avec ses fameux commandos. Et même il était obligé par la voix du représentant du FLN au sein de l'exécutif Chauffé Moustapha de signer les accords Chauffé Moustapha, Fusini, le chef de l'OAS, le 17 juin, c'est-à-dire combien
15 jours avant l'indépendance. Cet accord FLN-OAS, un accord qui permet à l'OAS de sortir, disons pas par la grande porte, mais par une porte, a été accepté par tous les OAS dans les grandes villes. Là où l'OAS était important, c'est-à-dire Oran, Alger, Bonn, Annaba. Là où il y avait la communauté. Sauf l'OAS d'Oran, qui n'a pas accepté, et elle a continué ses attentats. Le port d'Oran, je pense, le 27 juin, si je ne me trompe pas, c'est mon cas. Donc, ils ont brûlé le port d'Oran, et on voit que, après, il y a eu ce grand problème du 7 juillet à Oran, qui est en relation avec la position du FLN et avec aussi la violence et la peur et la crainte et la terreur plutôt qu'avait créé l'OAS. Donc, on voit bien que ces grandes institutions n'ont pas pu garantir cette transition. L'OAS s'attaquait, bien sûr, aux musulmans. Vous savez qu'il y avait des journées de Fatma, c'est-à-dire tirer le matin on appelait les femmes sakines qui allaient faire le ménage de Fatma, le matin, ils les tuaient. Mais il y avait même la journée des facteurs, donc les musulmans facteurs, ils choisissaient comme ça des journées, ils tuaient nos compatriotes, mais aussi, ne l'oublions pas, ils tuaient les libéraux français. Les avocats, ils ont même tué un général français ou un colonel Ginesté, et même les représentants d'Algérie, parce qu'ils leur ont dit arrêtez de faciliter le rapatriement, ou plutôt le départ des Français. Donc on voit bien, donc on rentre dans une période très complexe, de grande violence. Par contre, la confrontation entre l'ALN et l'armée française va se passer globalement dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre institution qui est la Commission nationale mixte, dirigée par commandant Allard du côté ALN et par le colonel Marley. Donc, du côté français, cette commission, c'était elle qui réglait les problèmes entre l'ALN et l'armée française. Et malgré ça, pas l'OAS, écoutez, Abel Abbas, il y a notre ami Oudembia de l'université de l'Abbas, la Légion étrangère, la Légion comme on dit, a tiré sur le casernement, là il y avait une réunion de la commission nationale, elle leur a envoyé des mortiers. Parce qu'au sein de l'armée aussi, bien que l'armée a été, après le putsch contre De Gaulle, elle a été assignée un petit peu, mais l'armée était aussi, comment on appelle ça, par l'OAS. Donc l'OAS avait encore un poids au sein de l'armée, notamment dans ces groupes durs comme la Légion ou les paras. Donc les paras, une partie de la Légion, elle voulait jusqu'au dernier moment faire du mal et connaissez ce qui s'est passé à Alger, la Bibliothèque nationale. Mais moi j'ai fait un travail à Saïda, ils ont dynamité des magasins. Ils ont tué des gens. Donc, et cette histoire de l'OAS dans les autres villes d'Algérie est à faire. On connaît sur Oran, grâce à nos collègues, c'est aussi mon cas et d'autres, sur mon Abel Abbas, Oudembia fait un gros travail de ce côté-là, mais dans les petites villes, Hammam Bourjar, peut-être Claire, tout ça, l'histoire locale est importante. Et de l'autre côté, il y a le FLN. Le FLN, ils sont, bien sûr, le grand parti, parce que le gouvernement français voulait que ces accords d'Évian de laisser faire avec tous les partis qui étaient en Algérie, officiels ou non officiels, FLN, MNA et les autres partis français. Le FLN a dit, et là on revient au 1er novembre, on a dit, il n'y a qu'un seul représentant du peuple algérien, c'est le FLN, et ça a été difficile, et finalement les accords ont été faits avec le FLN qui va signer les accords d'Évian. Après, le FLN va rentrer
dans une autre logique, celle de l'indépendance, avec la libération des chefs historiques, notamment les chefs historiques Mbella, Boudiaf, et Ahmed, Bétab et Khidr. Et là, on rentre ce qui est appelé la crise du FLN de l'été 62, qui est l'objet de mon ouvrage. De toute façon, même les salis que De Gaulle voulait associer du moyen direct aux accords de Lyon s'est rendu à l'évidence qu'ils étaient en résidence surveillée et il a dit, bon, il a compris que c'est le FLN qui a mené le jeu. De toute façon, le FLN a été catégorique, pas d'accord. C'est-à-dire, le seul accord qu'il devait avoir, c'était avec le seul FLN. Donc vous voyez que ce n'était pas facile d'aboutir à ces accords de Lyon. D'accord. On a bien compris, Charmar, que ce processus d'indépendance et de décolonisation de sortie de guerre, comme on le dit dans le jargon des historiens, était très complexe, ne serait-ce que par ce fait marquant qui était les attaques de l'Ouest en Algérie, dans l'Oranais notamment. Alors, après, 60 ans après ou 62 ans après 1962, cette histoire reste, comme tu le dis, otage des lieux communs, des mythes et des fantasmes. Et je sais qu'il y en a beaucoup de fantasmes et de mythes. Est-ce que tu peux dire un peu plus? Ben, moi, je dirais comment démystifier, ça c'est le rôle des historiens, mais pas seulement des historiens, mais aussi des politologues, des sociologues et des anthropologues qui ont aussi à étudier cette histoire d'indépendance, chacun par rapport à sa spécialité. Comment démystifier cette histoire et rester dans une histoire objectivante, pour prendre un mot de aussi. Alors, les historiens, les historiens le savent, ils ne font pas seulement leur travail classique, ordinaire. Et on le voit dans les conférences, dans les débats, et même entre historiens des fois, il y a soit une guerre de terminologie, soit, et là surtout avec le grand public, où on a une narration, c'est-à-dire on a une narration linéaire de l'histoire, donc on a dit c'est bon, on a des dates, mai 45, 62, on a des grands faits qui sont attestés, reconnus, consacrés, personne ne les conteste, mais le danger ou le problème, c'est qu'on est devenu enfermé dans ces dates, dans ces chronologies. On est enfermé dans ces dates et ces chronologies, et chaque fois qu'on essaie de sortir, moi je l'ai vu à la sortie de ce livre, des attaques terribles. Et je peux vous dire des attaques de personnes très sensées, c'est-à-dire des retraités notamment, des retraités qui aiment l'histoire, qui ont toujours aimé l'histoire, qui pensent que, exemple, je vais vous donner un exemple, Mbella n'était pas quelqu'un de très important, parce que moi dans ce livre, je dis qu'en 62, Mbella est le leader naturel du FLN, et j'explique pourquoi. Les gens disent, pourquoi vous dites que Mbella est le leader naturel? C'était le leader naturel du FLN, et j'explique pas. Il faut lire le livre autre chose. Avant-hier, j'étais à Alger, on parlait aujourd'hui, qu'avons-nous sur le 1er novembre? Nous avons une photo, celle du 6, une seule photo. On n'a pas une photo des 22. Et là, on peut se poser la question. On a un texte, l'appel du 1er novembre, plus un appel pour l'ALR, et on a des témoignages. Très peu de témoignages là, de Boudiaf et quelques membres des 22, Habashi, Mshati, et dernièrement dans le Watan, Boucheri, bien sûr. On n'a pas beaucoup, mais on a presque pas de texte. Notre ami à Bouira, il a fait un travail sur l'OAS, pas l'OAS, pardon, toujours. Mais son livre, personne ne l'a lu, je l'ai lu. Il a fait des témoignages sur l'os, dans Al-Khassa, باللغة العربية غير موجود في المكتبات, et c'est peut-être et c'est tout ce que nous avons sur le 1er novembre. Donc, moi j'ai posé la question,
est-ce qu'on va continuer à faire l'histoire du 1er novembre à partir de ces petits documents, pas petits documents, de ce nombre très très faible de documents? Non. Parce que là, aux archives nationales, il y a des témoignages. Il y a un témoignage de Boussouf, par exemple, qui était là au 1er novembre. Et il y a, je parlais tout à l'heure, au CNRA, dans les différents CNRA, on parlait beaucoup du 1er novembre. Donc nous avons de la matière première, de la matière brute de ceux qui étaient au 1er novembre, qui parlaient du 1er novembre. Moujahid parle du 1er novembre, mais ça c'est créé par les 1er novembre, par exemple, du 1er novembre, mais nous avons besoin aujourd'hui de vrais travaux, un gros projet pour nous dire ce qui s'est passé vraiment le 1er novembre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore la liste des novembristes, ceux qui étaient au 1er novembre. Les gens ils te disent, mais allez, je dis pas voilà. Non. Moi, je crois aux acteurs, faïlis. C'est vrai que nous, on a été très influencés par l'école positiviste, المدرسة الوضعية ولا الوضعية التي تهتم إلا بالقامات الكبيرة ولا المناسبات الكبيرة ولا الأحداث الكبيرة. Non. Là, on aimerait bien savoir, par exemple, à Oran, à Saïda ou dans d'autres villes, qui sont, que sont-ils devenus? تاريخ المحلي, تاريخ l'histoire sociale, تاريخ الاجتماعي, وخاصة الفاعلين والفاعلون. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 70 ans après le 1er novembre, nous avons besoin de dizaines et de dizaines de thèses sur le 1er novembre. Et je dis cela peut-être par jalousie. Je suis parti à la fondation de Gaulle en France, à Paris, dans un très beau quartier de Paris. Une fondation avec des chercheurs, avec des historiens, avec des grands livres, qui s'occupent que de Gaulle. Je ne parle même pas de Napoléon, c'est autre chose. Nous, il nous faut aussi que cette recherche, on ne peut pas continuer comme ça, sinon on va garder le 6, 22, 70 ans après, on ne sait pas, il y a 22, 21, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas normal. On connaît, c'est-à-dire qu'on connaît comment on appelle ça? C'est certes. Oui, c'est ça. Oui, mais pas vicieux, parce que ça, c'est des faits réels, mais insuffisants pour une histoire, quand même une histoire importante. C'est l'histoire de l'indépendance. L'histoire de l'indépendance. On tourne en rond. On tourne en rond. Et on va parler. Non, quand même, l'histoire Tejdid. Et nos historiens, moi je l'ai écrit dernièrement dans le Watan, il ne faut pas leur demander des miracles. Il faut des vrais projets solides pour qu'ils aillent à l'intérieur, dans les interstices de l'histoire nationale, sur l'histoire sociale, sur l'histoire locale. Il y a des travaux qui se font dans nos universités, je le vois dans la plateforme ASGP, mais si on n'a pas accès à toutes les archives, parce que il n'y a pas que les archives nationales, il y a les archives familiales, il y a les archives personnelles, il y a les archives des fondations, aussi les fondations d'Algérie, elles ferment avec El Soufi et Tangour, on devait travailler sur les archives de la Wilaya 4, ils nous ont baladé Kinégoul, parce qu'ils considèrent que cette histoire de la Wilaya 4, c'est avant tout l'histoire de la Wilaya 4, avant qu'elle soit l'histoire nationale. Et ça, c'est un gros problème. Parce qu'en principe, les archives nationales doivent recevoir toutes les archives qui existent en Algérie et permettre à tous les
les chercheurs algériens et même non algériens, et bien sûr les Algériens avant tout, de travailler sereinement. Là, pour revenir, là sur 62, moi j'ai sorti ce livre et j'ai vu quand même une hostilité terrible, parce que les gens aussi, parce que on est dans des lieux communs, dans des fontaines. Regardez la guerre pour Congrès de la Soumane contre, ça ne veut rien dire pour un historien. Tu es pour le Congrès de la Soumane ou contre le Congrès de la Soumane. قريت واحد ضاحك للاسف الشديد ضاحك يقول لك مؤتمر الدولة. شو وصلنا؟ Ça c'est le gros problème que rencontre. Moi ça me fait mal quand j'entends ça, mais je dis, si peut-être, je ne sais pas moi, dans 10-15 ans, on aura des travaux par centaines sur, pas seulement le Congrès de la Soumane, parce qu'il n'y a pas eu que le Congrès de la Soumane, il y a eu d'autres choses que jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'affaires. Et c'est vrai, donc on a compris, il y a du pages pour des historiens sérieux, mais parce que tu n'as pas parlé d'une guerre de terminologie, il y a aussi une guerre d'idéologie. Bah, c'est ce que j'ai dit. Les gens qui ont critiqué, je sais pas plus, mais aussi des historiens. Et ça ne remonte pas aujourd'hui, on n'entendait pas la fonction qu'on dit, parce qu'on a dit déjà des Corées sur l'historien qui dit que c'est Nasser qui a donné même la date de la guerre, c'est l'historien qu'on voit sur la télé. Et un autre historien qu'on connaît, il est allé jusqu'à dire on sait dans quelles conditions les ulémas comme d'autres fractions politiques ont rejoint le FN. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir à cette histoire d'une manière très objective, mais aussi avec questionner les documents historiques, etc. Donc voilà, c'est tout le travail à faire. Donc, on a parlé tout à l'heure, bien sûr, de cette crise du FLN, mais au-delà de la crise, on revient entre mars et juillet 62, pour préparer l'indépendance. Donc, on a vu des jeunes issus du FLN, hein, comme Ben Yahya, qui était dans les accords d'Évian, comme Reda Mene, qui était le porte-parole de la délégation algérienne à Évian, comme Mohamed Harbi, qui était comme technicien ou conseiller technique, qui ont émergé et aussi commencé à travailler, à réfléchir à l'Algérie indépendante. Donc il y avait des institutions qui ont été installées comme l'Assemblée constituante, qui était une excellente expérience de débat démocratique. Il faut lire, et moi j'ai écrit sur la peine de mort, et la première fois où on a parlé juste après l'indépendance de l'Algérie d'abolir la peine de mort, c'était par un membre de l'Assemblée constituante qui n'est autre que Ali Haroun. Et on a vu les débats de Zahra Brif sur la condition dépendante. Il y avait une dynamique quand même politique qui reflétait cette dynamique aussi de la libération. Alors, tu peux nous dire un peu dans quelles conditions le FLN ou les gens du FLN ont préparé cette histoire de l'Algérie post-60, de l'Algérie indépendante? Là, on revient pas seulement en 54, mais avant. N'oublions jamais le lait du mouvement national. Le mouvement national a été une école de formation qui a formé des journalistes, des syndicalistes, des militants, de vrais militants, ce qui fait que les débats étaient très importants, et ces débats, nous les avons dans le CNRA, je dis le CNRA, le Parlement du FLN, c'était des débats très importants, sauf que le CNRA, c'était les membres du FLN, de l'ALN. Et à côté, bien sûr, il y avait ce qu'on appelait les intellectuels du FLN. Harbi, Reda Malek, celui de l'UGMA, comment il s'appelle, celui du premier conseil constitutionnel, Belhabilis, Abdelmalik Belhabilis, on l'appelait Socrate, je pense. Il y avait toute une liste, je cite quelques noms, qu'on appelait les intellectuels du FLN, qui ont joué un rôle important, François avant, bien sûr. Il y avait d'autres journalistes, normalement, on connaît celui d'avant, mais c'était avant, Cassi. Il y avait du débat. Il y avait du débat. Il y a surtout ceux qui ont écrit le Madani, Tawfiq Madani,
l'élite qui existait avant Sahli. Par contre, après 62, il y a cette plateforme, il y a ce débat. C'est pour ça que je dis qu'il faut revenir aux archives du CCNRA. Malheureusement, tu as dit tout à l'heure, tu as eu de la chance. Moi, je dis, j'ai eu la baraka. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment ils m'ont laissé consulter ces archives. Aujourd'hui, il semblerait que, peut-être notre collègue Moulay nous dira tout à l'heure, Samira, est-ce que les archives, on peut redonner, parce qu'il faut le dire, avant, on pouvait y aller, après une 10 ou 15 ans, ça a été fermé, maintenant, il y a le nouveau directeur aux archives. Alors c'est là où on voit le débat. Toi, tu as parlé tout à l'heure de la peine de mort, mais il y a d'autres débats très importants. Par exemple, Cheikh Khaïruddin, tu parlais de ulama, donc il avait sa vision. Là aussi, ouvrons une parenthèse, les ulama ont joué un rôle très très important, mais ce n'est pas les ulama qui font cette tentative que j'appelle moi de révisionnisme, cette idéologie de la démagogie. Les ulama ont été des acteurs majeurs, et l'histoire, c'est là où l'historien joue son rôle pour le dire. Là, ce qu'a fait le ulama, et parler de ça, parler vraiment de ce qu'ils ont fait. Ne leur inventez pas des choses qui ne sont pas vraies et qu'après, on va dire que ce sont les ulama qui ont dit ça. Non. Oui, on sait que Mezoudi était présent. Mezoudi, commandant Wilaya 2. Donc, il y avait des ministres. Il y avait des communistes aussi à Amman. Mais bien sûr, les communistes. Maintenant, bien sûr, il y avait des communistes, il y avait un Baki communiste et tout ça. Maintenant, l'histoire a dit, soit on la respecte, soit on ne la respecte pas. On ne peut pas jouer avec l'histoire. Parce que c'est quand on commence à jouer avec l'histoire. Tu as cité un historien qui, depuis des années, n'arrête pas, qui n'est même pas spécialiste de la période contemporaine, hein, depuis des années, dit أول مفضل من مصر. comment ça احنا الأمانة التاريخية والعلمية l'Égypte nous a beaucoup aidé. Nasser, j'ai parlé à Aït Ahmed quand il a rencontré le président Nasser avec Mandela, il m'a dit nous étions devant un grand homme. Donc il faut rester dans cette ligne. Mais après, venir dire que tout est parti de l'Égypte, non. Ça c'est aussi que tu as cité. Il y a beaucoup aujourd'hui, il y a une tentative, je dirais pas il y a une tentative je ne sais pas, d'écrire une histoire, c'est pas sérieux. Mais ça, parce que il y a un vide. Et le vide, la nature a horreur des vides. Parce que s'il n'y a pas de centaines d'historiens avec des vraies recherches, nos chercheurs font vraiment leurs efforts et tout, mais moi je me mets à leur place. Personnellement, je voulais faire sur le 1er novembre, comment on appelle ça, une cartographie d'Oran. Sur la Yassel, je me suis dit, je suis à Oran, je profite de travailler sur Oran, avec l'aide de M. Soufi, de M. Mortada, Mchit à droite, à gauche et tout, ils m'ont baladé, comme on dit, et ils m'ont dit, non, tranquille, comme on dit. Alors là, pour revenir, oui, il faut faire attention, parce que ça, en plus avec les réseaux sociaux et tout, on peut fabriquer l'histoire. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toute une histoire qui n'est pas écrite par les historiens, qui n'est pas écrite par les historiens reconnus et respectés, qui est écrite par des Mourtelmim P'Tarif, c'est très bien Mourtelmim P'Tarif, sauf quand ils jouent, quand ils veulent évacuer les vrais historiens, ou par des gens qui font de l'idéologie. Nous ne faisons pas de l'idéologie. Nous sommes dans un centre de recherche, un centre de l'histoire, qui est une science académique, scientifique, avec des règles. Chaque fois qu'on sort
de la route, c'est un problème. Et notre devoir, parce que je commençais par là, je dis, nous ne sommes pas seulement des universitaires, nous sommes confrontés, moi j'ai beaucoup écrit sur le statut de l'historien en Algérie, le statut de l'historien en Algérie et le statut de la discipline. Et on voit bien que c'est une discipline que les Algériens aiment beaucoup l'histoire. C'est une réalité, mais beaucoup pensent que l'historien, c'est un lambda, c'est-à-dire il est comme nous, c'est-à-dire correct, comme on dit. Et c'est pas vrai. Parce que là, je pense que nous sommes aujourd'hui dans un grand problème de délimiter le champ, mais c'est pas avec في الخبر نحن المؤرخون غزلنا من طرف porteur de la mémoire, حاملين ذاكرة باللغة العربية, et c'est vrai. Donc si vous voyez aujourd'hui les chaînes, c'est très rare de voir des historiens participer. Non mais c'est bien, tu as parlé de cette institution à laquelle nous appartenons avec fierté, le CRASC, et il y avait aussi l'URAS qui nous sont fiers aussi de voir des travaux quand même sérieux qui ont été faits, qui ont cité partout avec Hassan Romron, avec Inat Tabet, avec Omakari, avec Tangour, avec Bakada, avec Professor, avec Tchouki, Majid Bermini, dont moi-même j'ai traduit un texte de Habi. Donc nous sommes fiers de mener ce travail et nous espérons aussi être dans la continuité, dans le cadre de la division histoire et mémoire, de faire des travaux sérieux par des enquêtes archivistiques et apporter au monde universitaire quelque chose de très sérieux, au-delà, comme tu le dis, des mythes et des fantasmes. Alors peut-être qu'on arrive à la dernière question, et je ne peux pas des moindres, et je sais que tu es fatigué, mais après on va ouvrir le débat, mais ça reprend à peu près ce que tu disais à l'instant, donc un petit mot sur l'histoire de la guerre de libération nationale. Tu as dit ce qui reste à faire, ce qui reste à écrire, la tâche est pour les historiens, mais aussi pour les politologues, mais les anthropologues, les sociologues est immense pour faire connaître, il ne faut pas attendre les thèses qui sont soutenues, elles peuvent toujours apporter quelque chose de beau dans les universités françaises ou américaines. Et moi j'ai aussi travaillé aux archives, j'ai vu ce nombre d'Américains impressionnant. Et d'ailleurs aux archives, aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, la première nationalité c'est les Français, la deuxième c'est les Américains et la troisième c'est les Algériens. Donc les Français sont chez eux, on comprend parfaitement, en plus il y a des thèses du département d'histoire. Les Américains aussi qui s'intéressent, on va voir au symposium de décembre, il y a une dizaine d'Américains qui vont venir et tous ils vont parler de l'histoire de l'Algérie. C'est impressionnant cet intérêt pour l'histoire. Cela dit, avec tous les départements, je vois les étudiants d'histoire très nombreux d'être ici avec nous et parmi nous, il y a aussi prof d'histoire. Je dis quand même qu'il y a encore un travail à faire. J'ai dit tout à l'heure, il y a un petit pas sur la France. Je ne veux pas dire le dernier mot, un conseil, mais si on peut dire ce qu'il y a des priorités, ou comment tu vois les choses, toi, comme historien, par rapport à ton expérience dans les recherches, dans les archives à Aix, à Oran, à Vincennes, et aussi à Nantes, les archives diplomatiques à Nantes, etc. وإجابة على السؤال الأخير. عمار سيجيب باللغة العربية ما دام عندنا، كنت أدرك أنهم يكون أيضا فارسيا، لكن سيجيب بالعربية ككلمة ترحيبية لطلبة التاريخ الذين حضروا معنا. مرحبا. في 2022 كان هناك مبادرة من طرف 9 مؤرخين على رأسهم محمد الكورسو ودحر جبار. قمنا بإرسال السلطات العليا للبلاد حول رسالة مفتوحة في عدة جرائد حول هذه القضايا، هذه المسائل، أي التاريخ والذاكرة. وأهم النقاط في هذه الرسالة هو توطين البحث العلمي في الجزائر. دوميسيلياسيون. ما يعني هذا المصطلح توطين؟ مصطلح
سياسي وعلمي وحتى أنثروبولوجي. التوطين هو أن الخطر هو أن اليوم تكلمت على الطلبة الأمريكيين أو الأمريكان أو الفرنسيين. الخطر هو احنا قلنا تكلمنا عدة مرات على الخطر أن الدراسة القادمة أو الموجودة حاليا لكن في المستقبل مهمة جدا وجدية جدا ستكون في الضفة الأخرى لأسباب موضوعية. لأن اليوم في فانسان اللي هو أكبر مركز للأرشيف في فرنسا وخاصة أرشيف الجزائر لزانون، عدد كبير من الباحثين وكل الباحثين في الجزائر يعرفوا لزانون، لكن الصعوبة للذهاب إلى فرنسا لعدة مشاكل. واليوم نرى أن هناك كل سنة رسائل دكتوراه حول الجزائر. والخطر هو أن في المستقبل لما نتكلم على تاريخ الجزائر سنتكلم على باحث في ماساتشوستس، باحث في نيويورك أو باحث في أوبكينز، لأنهم كان عندهم شروط العمل أحسن من تلك التي توفر للطالب أو الباحث الجزائري حول الجزائر. هذا هو الدائرة اللي كنت الدائرة الغير المرغوب فيها. ولهذا أنا أتمنى أن الدولة الجزائرية والوزارة أن تقوم بمشاريع كبيرة بعيدا عن المشاريع الصغيرة بيانر أو مشاريع كبيرة وتقحم فيها ويكون الطلبة والباحثين نشاء يعملون على المدى المتوسط والمدى الطويل حول إشكاليات كبيرة. التاريخ المحلي على المثال أو تاريخ الدينيات، كل هذا التقدم لتاريخ إشكال أو إستوار بروبلام. ولهذا نقول الرسالة المفتوحة 2022 التي وقع عليها مئات من المؤرخين الجزائري طرقت جرس الخطر. هناك واقع اليوم أن هناك عدد كبير من الباحثين يريدون أن يعملون خاصة على هذه الحقبة أي الحركة الوطنية وحرب التحرير، لكن لهم صعوبات كبيرة لأن التاريخ معقد، لأن الذين كتبوا حول هذه التاريخ لم يكتبوا كثيرا، لكن هناك مئات من المذكرات. هذا شيء إيجابي، لكن لا نستطيع أن نكتب التاريخ إلا بالمذكرات. التاريخ معقد لكنه مشوق أيضا. باسمكم جميعا أشكر عمار على هذه المداخلة القيمة وعلى إجابته الوافية.